Euh, c'est pour vous dire que notre journée était censée s'arrêter à 17h. Et nous sommes déjà à 16h30, donc nous n'avons que 30 minutes formellement, en tout cas sur ce qui avait été initialement arrêté. Mais compte tenu de l'importance du prochain panel, moi je vous demanderai, nous avons salué votre résilience depuis hier, je demanderai à ce que nous fassions des efforts pour que, au besoin, compte tenu de l'importance de ce panel-là, qu'on puisse évacuer le sujet, qu'on puisse donner la parole aux panélistes, qu'ils présentent leur communication et que le panel bénéficie du même traitement que les précédents en donnant la parole aux participants pour qu'ils posent les questions. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Ça va créer peut-être des désagréments pour certains d'entre nous, mais vraiment, l'intérêt de ce panel-là nous invite à cela. Oui, monsieur Camara, oui. La rentrée de la ville aujourd'hui est très compliquée et le moyen de transport sont limités. Moi-même, j'ai marché une partie pour venir ici. Donc, il faudrait tenir compte de cela. La situation pour sortir et partir à la maison, c'est très compliqué. Donc, pour ne pas bâcler, si on peut remettre ça demain matin, voilà. S'il vous plaît, si c'est pour les moyens de déplacement, nous avons l'appui du gouvernement. Nous avons 19 véhicules qui ont été mis à la disposition de l'organisation. Maintenant, on a parmi les 19 véhicules, il y a 2 minibus. Si nous avons les directions dans lesquelles vont la majorité de nos participants, on pourrait mettre ces véhicules pour les rapprocher davantage à leur centre de résidence. Est-ce que cela est faisable? Est-ce que cela est envisageable? Si on est d'accord sur ce principe, on pourra solliciter la direction générale de l'AGIP de mobiliser les véhicules s'ils ne sont pas déjà là, que les véhicules se positionnent. Parce que je sais que certains participants ont été obligés de laisser leurs véhicules à la lisière du centre-ville et il faut trouver les moyens à la fin de la journée d'amener ces personnes-là auprès de leurs véhicules, ne serait-ce qu'auprès de leurs véhicules, pour qu'ils puissent se rallier à la maison. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Hein? On peut aller? OK. Ce que je propose, c'est que les 3 panélistes présentent. Oui. Et on fait les questions-réponses. Après, ce qui peut permettre les panélistes de pouvoir quitter. Thierry propose une formule qu'on permette aux 3 panélistes de présenter leur communication et au fur et à mesure, vous notez vos questions. Et dès que les 3 finissent, vous posez vos questions. On est d'accord? OK, d'accord. Donc, sur ce, j'invite M. Kossi Siglo, directeur général de l'ANPE du Togo, pour modérer ce 3e et dernier panel de la journée. Notre première panéliste, c'est une dame, Madame Fatou Kiridi Bangoura. Elle est spécialiste en sauvegarde sociale à l'Agence nationale de financement des collectivités locales de Guinée. Madame Bangoura, installez-vous. Le deuxième panéliste, c'est M. Aboubakar Sidiki Kamara, directeur général adjoint de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP. M. Aboubakar Sidiki Kamara, veuillez vous installer. Notre troisième panéliste, c'est M. Layali Kamara. M. Layali est là? Voilà, M. Layali Kamara. Il est chargé de projet au cabinet d'ingénierie environnementale et de développement durable de la Guinée. Monsieur Layali, s'il vous plaît, on aura besoin d'un cinquième fauteuil pour notre dernier panéliste de la journée, Monsieur Alpha Koulibaly, qui est coordinateur adjoint de la cellule d'études prospectives de l'ANPE du Mali. Monsieur Alpha,
Sa communication va porter sur le développement et promotion de l'emploi vert au Mali, perspective. Donc, monsieur le modérateur, je vous laisse la parole. Merci. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Bienvenue à nos panélistes. J'espère que les 5 panélistes sont tous là. Je voudrais remercier assez rapidement les organisateurs de cet atelier qui ont mis toutes les commodités à notre disposition et remercier les éminents panélistes ici présents pour avoir accepté, partager avec nous. Alors, certainement que nous sommes fatigués. Je vous appelle à de l'attention, comme on a toujours fait preuve depuis le début de cet atelier. Mais permettez que je rappelle que nos 2 premiers panels nous ont permis de nous rendre compte que plusieurs acteurs interviennent dans le développement des emplois verts. Et nous avons eu à parler de compostage, de tourisme vert, nous avons parlé de biodigesteurs, biocarburants, des projets structurants, la valorisation des déchets, et j'en passe. Alors, toutes ces initiatives sont mises en œuvre par une panoplie d'acteurs. Et nous avons aussi noté qu'au centre de ces actions, il y a les services publics de l'emploi, il y a des acteurs privés, des acteurs de la société civile qui interviennent. Alors, mais pour que nous puissions atteindre la performance voulue en matière de développement d'emplois verts, il y a nécessité d'une synergie d'action entre les différents acteurs. Il y a nécessité d'une collaboration franche entre les différents acteurs. Et c'est justement l'objet de notre présent panel qui s'intitule... alors, permettez que je puisse... Je vais vous aider, monsieur le modérateur. Oui, allez-y. Voilà. Il s'agit de quelle politique, quel partenariat et quelle gouvernance pour la coordination territoriale des acteurs pour le développement d'une économie verte et intégrative. Je profite du micro, monsieur le modérateur, pour annoncer que nous avons un 5e panéliste pour cette table ronde, en la personne de M. Sa Eli Mongono, qui est secrétaire administratif de l'ONG Synergie Action Citoyenne de Guinée. Monsieur Eli va s'asseoir là, et parce que notre podium est... Vous allez vous asseoir là. Voilà. Et donc, nous avons 5 panélistes. Et les 5 panélistes vont présenter leur communication avant qu'on ne passe aux questions. Maintenant, puisqu'on a pris le déjeuner il y a un peu longtemps, ceux qui font l'objet de tentatives de somnolence, il y a un petit café. Vous pouvez vous requinquer, mais en faisant attention pour ne pas faire de bruit, pour ne pas déranger nos panélistes. Merci beaucoup. D'accord, donc merci M. Sidibé. Je voudrais rapidement présenter les panélistes. En premier, nous avons Mme Fatou Kiridi Bangoura, spécialiste en sauvegarde sociale à l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Nous avons M. Aboubakar Sidiki Kamara, directeur général adjoint de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi.
Et nous avons M. Sa Eli Mongono, secrétaire administratif de l'ONG Synergie Action Citoyenne en République de Guinée. Nous avons M. Layali Kamara, chargé de projet au cabinet d'ingénierie environnementale et de développement durable, ici en Guinée. Et puis enfin, nous avons M. Alpha Koulibaly, coordonnateur adjoint de la cellule d'études prospectives à l'ANP Mali. Assez rapidement, nous allons donner la parole à la seule dame parmi les panélistes, Madame Fatou Kidjiri Bangoura. Elle est spécialiste en sauvegarde sociale de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. Vous avez la parole, madame. Ok. Bon, bonjour, rebonjour, rebonsoir. Donc, vous allez déjà m'excuser pour peut-être le petit manque d'énergie qu'il peut y avoir à cette heure de la journée, mais on va essayer de faire un effort tous ensemble pour tous avancer et puis aller vers les différentes interventions. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui s'occupe de... Ok, très bien, d'accord. Donc, la présentation qui va être faite ici porte sur les opportunités de partenariat entre l'ANAFIC et les collectivités locales pour la création et la promotion d'emplois verts en République de Guinée. Donc, avant que la présentation ne s'affiche, l'Agence nationale de financement des collectivités en Guinée est une agence qui est logée au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est une agence qui a la particularité d'être née d'un projet qui a réussi en Guinée, qui est le PACV, le programme d'appui aux communautés villageoises, qui a été un programme qui a été financé par la Banque mondiale pendant une quinzaine d'années en Guinée et qui accompagnait les activités de développement local des collectivités à l'intérieur du pays. Ce qui fait que lorsque l'agence a été créée en 2019, les communautés de l'intérieur du pays, communes rurales comme communes urbaines, avaient déjà une expérience en planification locale et en développement communautaire. Et vous allez m'excuser si, une grande partie de mon intervention va porter sur ces deux entités-là, c'est-à-dire l'ANAFIC et les collectivités locales. Mais après, on verra, enfin, vous verrez certainement ce que cela peut susciter comme interrogation de votre côté en vos qualités respectives. Je vous remercie. Alors, donc déjà, on va présenter globalement ce qu'est l'ANAFIC. Donc, l'ANAFIC a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement local. À ce titre, elle est chargée, entre autres, de mobiliser les ressources nationales, qui sont le FNDL, le FODEL et le FODECON, qui sont des recettes issues des taxes minières qui sont produites par la Guinée. C'est-à-dire que toutes les activités minières qui sont à la charge ici des sociétés privées font l'objet d'une taxation. Et cette taxation-là est mobilisée au niveau du Trésor pour alimenter un fonds qui est le Fonds national de développement local. Et les collectivités qui sont dans l'activité minière impactées indirectement, directement, ou qui ne sont pas du tout impactées, même si on n'est jamais vraiment pas du tout impacté par les activités minières, reçoivent ce fonds avec une formule de péréquation qui n'est non pas en fonction de l'activité économique minière ou pas dans la commune, mais plutôt une formule de péréquation liée à la démographie de la collectivité et de son profil, on va dire, socio-économique et de sa taille aussi géographique. Donc cette formule de péréquation fait que ce fonds-là est un fonds qui vise à apporter une sorte d'équilibre économique à toutes les collectivités locales de Guinée, car on part du principe que celles qui produisent ou pas directement les exploitations minières sont quand même tributaires des impacts environnementaux et sociaux de ces activités. Et donc, ce fonds-là cible les 356 collectivités de l'intérieur du pays, c'est-à-dire les 337 communes rurales, et les 304 communes rurales et les 33 communes urbaines. Et donc, ce fonds-là, chaque année,
il y a un montant qui est mobilisé et l'année dernière, nous étions à 251 milliards de francs guinéens, donc 25 millions de dollars. L'année d'avant, en 2021, nous étions à 243, donc on va dire que c'est sensiblement chaque année un montant qui avoisine ces volumes-là, donc une vingtaine de millions de dollars qui est issu de ces taxes minières. À côté, vous avez le FODECON qui, lui, est un fonds qui ne cible que les 6 communes de Conakry. Donc les 5 communes continentales et la commune des îles de l'Os, donc la commune de Kassa. À côté de ce fonds, vous avez un fonds additionnel qui est le FODEL, qui est un fonds qui arrive en supplément dans toutes les collectivités où il y a une activité minière. C'est pour que les communes minières aient non seulement le FNDL, donc le premier fonds que j'ai expliqué, que j'ai cité, mais aussi un fonds supplémentaire, car bien sûr, toutes les mesures d'atténuation ou de prise en compte des impacts environnementaux et sociaux vont nécessiter des coûts et elles ne sont pas au même titre d'égalité, au même rang d'égalité que les communes qui n'ont pas du tout d'impact minier en leur sein. Donc la deuxième mission de cette agence est aussi la participation à la mobilisation des ressources extérieures, donc avec les partenaires techniques et financiers extérieurs au pays. Et ça, nous verrons dans quelle partie, dans quelle mesure cela est fait. Ensuite, il y a aussi la mission d'allouer les ressources aux projets d'investissement des collectivités ou de coopération d'intercollectivités et assurer l'accompagnement technique. C'est-à-dire qu'au-delà d'être une agence de financement des collectivités, l'agence aussi accompagne de façon technique, par l'appui des partenaires techniques et financiers, les élus locaux, les services techniques déconcentrés, les services préfectoraux de développement dans la mise en œuvre des programmes de développement local, des plans de développement local des différentes collectivités. L'ANAFIC a aussi la mission de collecter les ressources transférées par les ministères sectoriels en contrepartie des compétences transférées. On vous donne un exemple avec le secteur de la santé. Le budget que le secteur de la santé doit allouer à la construction d'écoles, plutôt que ce ne soit le ministère au niveau central qui s'occupe de la construction de cette école, ce budget-là, en fonction de la carte scolaire qui est dressée par le ministère, est reversé au niveau des collectivités afin qu'elles puissent elles-mêmes piloter la construction de ces écoles-là. Je pense que dans beaucoup de pays, on a cette difficulté-là dans certains secteurs d'accepter des fois que certains budgets sortent du département pour aller directement aux collectivités, mais c'est dans ça qu'on arrive dans une effectivité du transfert des compétences. Parce que transférer des compétences sans transférer les ressources, c'est envoyer des problèmes sans équiper les acteurs à être en mesure d'apporter des solutions. Ensuite, une des missions est aussi d'élaborer et de mettre en place des outils de gestion transparente et des procédures garantissant un mécanisme de transfert sécurisé des ressources. Donc, à travers des accords de financement signés avec les PTF, elle a également le rôle donc, de mobiliser des subventions, des dons ou des legs octroyés par tout organe national ou international. Tout autre financement licite versé au profit des collectivités locales, c'est-à-dire que même des ressortissants d'une commune peuvent venir voir l'ANAFIC et dire « nous avons un budget que nous avons cotisé, que nous voulons allouer à notre collectivité qui est Timbi Madina par exemple, et nous avons telle ou telle intervention que nous souhaiterions voir mise en œuvre ». Ensuite, il y a aussi la mise en œuvre de projets thématiques, notamment dans les domaines environnemental et social, et nous allons voir dans quelle mesure cela peut être facteur de création et de promotion d'emplois verts. Et aussi le renforcement de capacité des acteurs, donc des élus, des services techniques, des ONG, des organisations de la société civile, sur des aspects spécifiques, comme le changement climatique, l'inclusion sociale, la prise en compte du genre, etc. Ensuite, nous avons donc les missions de la collectivité locale. Là, nous avons vu les missions de l'ANAFIC. Maintenant, les missions de la collectivité locale, ceci va intéresser les acteurs ici, dans la mesure où ces collectivités-là, normalement, sont pourvoyeuses d'emplois. Elles sont capables d'avoir l'initiative de créer des nouveaux emplois, qui sont des emplois verts, si elles saisissent l'intérêt pour elles. Parce que c'est ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est de susciter l'attractivité chez l'autre, de dire à la collectivité, lorsqu'on a eu même Madame Kwasi qui parlait de la commune de Worofla, c'est vraiment ça, c'est que cette commune a dû comprendre l'intérêt que cela pouvait consister à avoir ce centre de traitement-là, et du coup l'a accueilli en son sein. Donc les missions de la collectivité locale, c'est d'encadrer la vie collective de manière à favoriser et garantir l'exercice par leurs citoyens des droits et devoirs que leur confère la loi,
de promouvoir et de renforcer l'harmonie de leurs rapports et la jouissance durable et tranquille des territoires et de ses ressources. Donc là, il y a une connotation avec la gestion des ressources naturelles. De gérer les biens collectifs au nom de leurs citoyens et leurs bénéfices équitables. Donc on est encore sur une notion de gestion des ressources naturelles aussi. Et de promouvoir, de favoriser le développement économique, social et culturel de leur communauté. De fournir à leurs citoyens des services en vue de satisfaire leurs besoins et leurs demandes dans la mesure de leurs capacités et de leurs besoins. Donc, ces missions-là se mettent en œuvre ou se perpétuent à travers 14 compétences qui ont été transférées du niveau central au niveau des collectivités locales, à savoir qu'ici, dans le terme collectivité locale, on parle des communes, parce qu'il y a aussi une autre collectivité locale qui est la région, mais en Guinée, le processus de décentralisation n'a pas encore animé l'entité régionale, donc elle est là à caractère de supervision, mais difficilement à caractère de mise en œuvre d'activités de développement. Donc les compétences transférées aux collectivités sont la création, l'organisation et la gestion, la modification et la suppression des services administratifs, la gestion administrative, financière, budgétaire et comptable et passation des marchés de la collectivité, la planification, le développement local, l'aménagement du territoire, l'habitat et l'urbanisme. Quatrièmement, les infrastructures sociales et administratives, les équipements, les transports, les voiries et l'entretien de l'éclairage public. La sécurité, l'environnement et le cadre de vie, donc tout ce qui est relatif à l'hygiène et la salubrité. L'alphabétisation et l'éducation, l'enseignement préscolaire, la santé, l'action sociale et la culture, etc. Donc font aussi également partie du domaine public en Guinée, dans les collectivités locales, les ouvrages qui sont réalisés dans un but d'intérêt général et qui ont fait l'objet d'une procédure de classement, comme les forêts publiques locales, les sites touristiques publics, et les installations de traitement de déchets et des eaux usées. Donc vous voyez bien que tout projet qui va aller dans le sens de ces thématiques-là et qui ne passera pas par le prisme de la planification au niveau communal va un peu rater une des chevilles ouvrières de la pérennisation de cette action. Ensuite, donc, on va voir un peu au niveau des communes en Guinée comment s'est passée l'intégration des aspects liés au changement climatique et au genre dans la planification locale. Ça, c'est important parce que c'est un processus qui dure depuis longtemps, mais qui a eu des avancées significatives ces dernières années. Le guide de planification locale, qui est un peu le manuel de création des actions au niveau communal, a été révisé en 2023 pour intégrer de nouvelles thématiques. Ce guide-là permet à une collectivité de développer son plan quinquennal, qui est le plan de développement local. Et il a fallu donc réviser ce guide-là pour que les communes aient des outils d'intégration de la vulnérabilité face au changement climatique. Ça, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on veut créer des emplois verts, il faut que la commune, que les acteurs locaux soient en mesure de savoir où est le besoin, où se situe le besoin sur leur territoire. Parce que lorsqu'une ONG vient, par exemple, pour proposer des actions de développement durable, etc., mais qu'il n'y a pas de lien entre les besoins qui ont été exprimés dans le plan de développement local, il y a justement un dysfonctionnement qui se fait et ça reste compliqué. La deuxième action a été la révision et l'élaboration de ces plans de développement local-là. Donc ce processus est en cours, vu qu'on a révisé le guide en février 2023. Les communes ont commencé, il y a 4 communes pilotes, donc l'approche pilote, effectivement, en tout cas chez les spécialistes du développement, c'est toujours celle qui est privilégiée. 4 communes pilotes ont élaboré ces plans de développement local qui ont permis l'intégration de ces outils-là liés au changement climatique et à la prise en compte du genre. Et maintenant, à partir de 2024, il y aura l'élaboration des programmes annuels d'investissement. C'est-à-dire que sur les 3 fonds dont nous avons parlé en premier, lorsque ces fonds arriveront dans les collectivités seront en mesure de dire « Ah, nous avons identifié des besoins climatiques dans notre commune, le financement est venu, c'est vrai que l'école est prioritaire, c'est vrai que la santé est prioritaire, on ne peut pas enlever ça dans la tête des collectivités, mais on voit qu'il y a des aspects climatiques qui peuvent être pris en compte. Même dans la construction d'une infrastructure, dans la construction d'une école, il y a des matériaux qui donnent un caractère climato-sensible à l'infrastructure. Or, il y a d'autres types d'énergie ou autres qui permettent justement, qui ne font qu'empirer la situation climatologique au niveau local.
Donc, ensuite, les opportunités de création des emplois verts, j'essaye de ne pas trop peut-être m'appesantir sur ce cycle-là, mais je pense que la plupart ont compris de quoi il était question. Sur les opportunités de création d'emplois verts dans les collectivités locales, là, il était juste question de vous donner un aperçu de ce qui est disponible au niveau des collectivités en termes d'emplois verts, pas de façon nominative, mais dans les secteurs qui pourraient être demandeurs. Donc, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de prestation des collectivités, il y a la valorisation de matériaux écologiques et de technologies vertes. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a des communes en Guinée qui sont dans la région de la Haute-Guinée, qui est très impactée par le changement climatique et qui, en son sein, a le fleuve Niger. Le fleuve Niger qui est un des plus grands fleuves du continent, qui est dans cette région-là, qui traverse une grande partie de cette région. Et en période de saison sèche, vous avez ce fleuve qui, à certains endroits, disparaît. Ce qui n'était pas le cas avant. Et il y a de l'ensablement, il y a plein de phénomènes, on va dire, externes, de façon exogène, qui viennent se greffer à ce phénomène-là. Comme par exemple la fabrication de briques en terre cuite, par exemple, qui sont différentes des briques en terre stabilisées, qui n'ont pas le même impact écologique et qui, pour le coup, ne rendent plus que compliqué l'intégration des aspects climatiques dans les activités socio-économiques. Parce que ce sont la plupart du temps des jeunes qui font ces emplois-là. Ils pourraient très bien bénéficier de techniques qui leur permettraient de faire des briques qui sont résilientes au changement climatique, qui sont favorables à la préservation de l'environnement. Mais le fait de cuire les briques nécessite de couper du bois. Or, la pression économique fait que cela paraît de toute façon assez moins prioritaire par rapport à la pauvreté, ce qui peut tout à fait se comprendre. Une autre des opportunités est la promotion des PME qui optent pour des outils et approches intégrant des aspects climat et genre. Aujourd'hui, monsieur qui parlait des déchets, on a parlé un peu des... Il y avait eu une question par là sur les déchets humains. C'était monsieur, je pense, qui avait posé des questions sur les déchets humains. Pour vous raconter une anecdote à ce sujet, nous avons reçu un entrepreneur béninois qui est venu nous voir au siège de l'ANAFIC et qui a dit, moi j'ai un procédé pour transformer les déchets humains, organiques humains, en engrais pour le maraîchage, etc. Nous, on lui a posé trois difficultés devant lui qu'il devait aller résoudre. Il n'est pas encore revenu nous voir, mais certainement que le jour où il trouvera la solution, il viendra. D'abord, il y a la question de la sensibilisation des acteurs. Qui va accepter que ce type de recyclage-là, de ce type de déchets-là se fasse sur quelque chose qui est voué à l'alimentation? C'est quelque chose qui est un peu difficile d'accès aux consommateurs pour qu'il accepte d'aller vers ce type de matériaux-là. Il faut une sensibilisation en amont. Il faut aussi sensibiliser les élus locaux. Il faut aussi que ce soit lui-même l'entrepreneur qui parte démarcher les communes qui voudront le suivre. Parce que l'ANAFIC n'impose pas d'entrepreneurs ou de secteur d'entrepreneuriat ou d'activité infrastructurelle à une commune. La commune a la libre administration de son financement. Mais une commune qui est sensible aux aspects environnementaux et climatiques va utiliser l'argent qu'elle reçoit de l'ANAFIC pour faire des actions favorables à l'environnement. Je vous donne un dernier exemple. La commune de Norasoba, qui est dans la préfecture de Sigiri, est une commune qui est en bordure de fleuve et qui a été sujette à plein d'inondations lors des périodes de saison pluvieuse. 2 villages ont dû être déplacés. La commune a décidé d'utiliser dans le budget qu'elle reçoit annuellement avec l'ANAFIC 25 000 $ pour faire des études sur des études d'impact environnemental et social et des études pour la restauration des berges du cours d'eau pour pouvoir regagner son espace qui était inondé. Personne ne lui a dit de faire ça, personne ne les a obligés à le faire, mais c'est la sensibilisation de facto, le fait d'être confronté à cette difficulté climatique-là qui a permis le financement d'une telle activité. Il y a aussi le développement de nouvelles voies professionnelles autour de secteurs du développement local, comme l'électrification rurale, tout ce qui est énergie solaire, parce que l'ANAFIC, par exemple, favorise dans des écoles qu'il y ait un éclairage solaire. Mais est-ce que dans toutes les communes, il y a des entrepreneurs ou il y a des jeunes qui sont techniquement capables de monter ou d'entretenir ce type de matériel? Non. Donc c'est aussi au secteur privé, mais aussi aux agences en charge de l'emploi, d'avoir certainement une synergie qui permet de savoir quels sont les viviers au niveau local
de demande d'emploi qui ferait que ces populations-là qui sont en demande d'emploi et ces secteurs-là qui sont porteurs dans certaines localités puissent être pourvus de main-d'œuvre de qualité. Ensuite, dans le cadre de la valorisation des économies vertes et bleues dans les collectivités, il y a des actions qui sont financées par des partenaires, qui sont toutes les actions liées à la sensibilisation. Et lorsqu'on parle de sensibilisation, ce n'est pas réunir des acteurs locaux dans un atelier, mais quand on parle de l'intérieur du pays, c'est faire des causeries publiques, faire des discussions autour de la mosquée, autour de l'église, des choses qui font un lien avec le profil culturel de la collectivité. Et ces actions-là sont tout à fait rémunérables par la collectivité. Mais pour ça, il faut que la collectivité ait décidé que ça a un intérêt pour elle. C'est pour ça que je dis souvent que les acteurs qui ne partent pas séduire la commune ne peuvent pas s'attendre à pouvoir avoir des choses avec elle. Alors qu'une commune qui est sensibilisée est une commune qui produit de l'argent parce qu'elle attire des financements, parce qu'elle aussi elle a des capacités de partenariat avec d'autres communes qui sont en dehors du pays et dont elle peut bénéficier d'appuis techniques et matériels, etc. Et ensuite, donc, les avantages pour les collectivités, on ne va pas les citer tous ici, mais il est important pour que chaque commune, lorsqu'on vient la démarcher pour favoriser des emplois verts, qu'elle ait conscience des intérêts que cela peut susciter pour elle. À savoir l'éligibilité de ces communes-là au financement extérieur, parce qu'il y a des communes qui sont labellisées vertes, par exemple, qui sont éligibles à certains financements, tels que le fonds vert dont on va parler tout de suite. Mais aussi, il y a un mécanisme qui est actuellement en cours de finalisation au niveau du ministère de l'administration du territoire, qui est un mécanisme de mise en performance, en concurrence des collectivités, pour favoriser les communes qui sont les plus réceptives au financement vert et aux activités justement qui sont résilientes, durables, etc. Donc, ce sont des portes d'entrée, mais une fois de plus, la commune n'a pas forcément la logique d'entreprendre. Les services publics d'emploi n'ont pas forcément les communes pourraient tout à fait bénéficier de nouvelles arrivées d'emplois à ce niveau-là. Nous avons aussi avec l'AFD, l'Agence française de développement, un projet de 10 millions d'euros qui est en train de se clôturer maintenant, qui ne finançait que les activités à vocation écologique et résiliente ou inclusive. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'une commune prend son argent du niveau national pour financer une école, l'AFD vient avec son financement pour dire « Ok, la commune a fait l'effort de faire ce financement-là. Nous allons équiper en électrification solaire. Nous allons équiper de clôtures boisées, nous allons reboiser la cour de l'école, etc. pour pouvoir avoir un caractère davantage résilient dans l'infrastructure. Et ce recrutement de ces entrepreneurs-là se fait au niveau local. Mais il y a des communes qui sont pourvues d'une main-d'œuvre de qualité et malheureusement d'autres qui ne le sont pas. Donc cette question d'homogénéisation de l'offre aussi au niveau local est un des axes d'intervention normalement de la création d'emplois verts. Il faut que dans chaque commune, on puisse avoir la même qualité d'emplois qui puissent exister pour la protection et la résilience au changement climatique. En dernier, le point le plus important,
L'ANAFIC est actuellement en train de finaliser son accréditation au Fonds vert pour le climat. L'ANAFIC sera la première entité nationale à bénéficier de la capacité de mettre en œuvre des actions financées par le Fonds vert pour le climat. Au niveau national, cela représente une opportunité qui est considérable, surtout pour la création d'emplois verts. Parce que le Fonds vert peut donner chaque année 100 millions de dollars à un pays qui a une entité accréditée pour faire des actions résilientes au climat, à condition qu'il y ait des communes qui soient éligibles et qu'il y ait un programme, des notes conceptuelles qui visent et le secteur privé, et le niveau national, et les collectivités locales. Donc c'est un travail qui a démarré depuis 2021, cette demande d'accréditation. Ça a été un travail de longue haleine, mais nous sommes en cours d'obtention de cette accréditation-là pour le plus grand bien des collectivités. Mais après, c'est vrai qu'avec les services publics d'emploi, il faudra justement trouver une manière d'avoir un plan de promotion et de création et de promotion de ces emplois-là. Pour terminer, nous allons voir les recommandations pour l'amélioration de l'offre d'emploi dans les collectivités. Nous, ce que nous disons à l'ANAFIC, ce que nous conseillons aux acteurs qui veulent promouvoir les emplois verts, les créer avec les collectivités, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, les réalités souvent dans les collectivités locales de type communal sont sensiblement les mêmes. Il faut d'abord considérer la collectivité comme une porte d'entrée majeure pour des actions durables au niveau local. Lorsque cette commune est sensibilisée, elle devient porteuse d'actions économiques sur le territoire local en construisant le développement local autour d'un marketing territorial, de tourisme vert, comme en a parlé mon collègue aujourd'hui, et de matériaux écologiques. Ce marketing territorial la permet aussi de développer des capacités de spécialisation économique de cette collectivité. La deuxième recommandation est d'adopter un langage, excusez-moi de la coquille, adopter un langage développement avec les collectivités, qui saisiront le volet gagnant-gagnant. C'est-à-dire que des fois, on a des partenaires économiques qui viennent dans les communes et qui ont un langage qui est purement économique, entrepreneurial. Le maire, l'élu, lui, il ne veut pas entendre ça. C'est bête parce que l'élu, lui, il veut pouvoir, à la fin de son mandat, montrer le bâtiment, là, c'est moi qui ai fait ça, l'école, là, c'est moi qui ai fait ça, pour pouvoir se réélire. Donc lui, il a un volet économique, il a un volet politique qu'il faut malheureusement ou heureusement prendre en compte. Les populations ont des besoins qui sont prioritaires par rapport à votre préoccupation qui est climatique. Lorsque vous leur dites que le climat, la couche d'ozone, tout ça, eux, ils ont des problèmes qui sont fonctionnels, réels, primaires, que vous ne pouvez pas sauter pour venir les voir. Et il faut avoir une démarche gagnant-gagnant avec la commune. Que la commune soit la première à défendre votre projet dans la collectivité. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans ce type de domaine-là. Si vous allez dans les communes qui les abritent, surtout à l'intérieur du pays, mais les gens, si vous les touchez là-bas, vous allez vous faire lapider. Parce que tout le monde a compris qu'ils sont porteurs de développement. Et en dernier, il faut considérer la commune comme un partenaire technique pour la création d'emplois à tous les niveaux de qualification requis. Elle est expérimentée dans la planification locale et nécessite parfois des approches économiques nouvelles qu'elle ne connaît pas. C'est à vous d'apporter le langage entrepreneurial ou économique ou autre, mais elles ont une expertise en termes de développement que personne ne peut leur retirer car c'est elles qui maîtrisent leur terrain. Donc les perspectives pour terminer, nous avons donc l'accréditation du Fonds vert de l'ANAFIC avec le Fonds vert pour le climat qui va permettre de créer des projets communaux basés sur des activités résilientes avec des activités génératrices de revenus, des créations d'emplois favorisant la protection de l'environnement, et aussi de développer un mécanisme d'incitation aux innovations locales pour pouvoir financer justement toutes les actions qui seront favorables à la prise en compte du changement climatique. Il y a aussi dans les perspectives la valorisation et l'animation du marketing territorial. Donc une idée ici est vraiment de pouvoir permettre aux territoires de se défendre, de défendre leur identité et de défendre leur patrimoine culturel, économique, environnemental et autres à toutes les tables et pouvoir se lier aussi de partenariat avec des communes qui ont les mêmes logiques qu'elles dans d'autres pays. Moi, je vous donne un exemple, la commune de Timbi-Madina en Guinée produit de la pomme de terre. Normalement, à chaque salon international de la pomme de terre, il doit forcément en exister un. Il faut que la commune de Timbi-Madina, avec l'argent qu'elle a chaque année, dans les 100 000 $ qu'elle reçoit de l'ANAFIC, qu'elle mette un argent de côté pour faire partir une délégation,
pour pouvoir avoir des partenariats avec d'autres communes. C'est comme ça, il faut donner cette logique d'entrepreneuriat et de promotion, de valorisation, de marketing aux communes, et elles ne peuvent pas la prendre sans l'intervention des autres acteurs que nous sommes ici. En dernier, l'amélioration de la prise en compte de la résilience au changement climatique avec des acteurs locaux qui sont sensibles aux approches, des PME qui sont accompagnés dans la promotion d'emplois verts parce que les PME ont des fois les idées, mais ça leur coûte trop cher de le faire tout seul. Donc, il faut un accompagnement technique qui favorise cela et de nouveaux partenaires techniques et financiers parce qu'il y a des fondations, il y a des fonds spécifiques thématiques sur certains aspects qu'il faut être en mesure de dénicher pour pouvoir être éligible à ces financements-là. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Pour votre brillante dynamique de présentation qui, en tout cas, disons-le, a chassé nos fatigues. Bonne chose alors. À présent, la parole est à M. Kamara Sidiki qui va faire sa présentation. Merci. M. Kamara, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais commencer d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence et remercier Mme Bangoura, l'ANAFIC. L'ANAFIC et l'AGETIP, c'est comme l'histoire entre la cigale et la fourmi. La question est de savoir maintenant qui est la cigale ou la fourmi. Je voudrais communiquer sur la place de l'AGETIP dans l'écosystème des emplois en République de Guinée, particulièrement IMO comme instrument de création de l'emploi massif et l'émergence des entreprises locales. L'AGETIP, c'est une agence qui a été créée. Vous savez, les AGETIP se retrouvent un peu partout dans les pays en développement. Le contexte dans lequel ces AGETIP ont été créés, c'était après les réformes structurelles dans les années 80. Vous savez, ces réformes ont eu des impacts néfastes sur les emplois dans les pays en développement. Ces impacts sont le taux de sous-emploi des jeunes, le retard dans la réalisation des ouvrages publics, taux de pauvreté élevé, le montant des marchés surévalués, conditions de vie défavorables. L'AGETIP est en République de Guinée et maître d'ouvrage délégué de l'État. Je ne parlerai pas de son évolution, mais elle a été érigée en 2015 et 2013 comme établissement public à caractère administratif et placée sous la tutelle technique du ministère de la Jeunesse à l'époque et de l'emploi des jeunes, maintenant ministère de la Jeunesse et des Sports, et la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Elle a comme mission la réalisation des travaux d'utilité publique. Vous savez, en Guinée, près de 70% des investissements publics et privés sont orientés dans la réalisation des infrastructures mais aussi la réalisation des services.
Et le constat est que souvent, les petites entreprises ne bénéficient pas de la commande publique. C'est pourquoi l'AGETIP a été créé pour permettre à ces petites entreprises-là de bénéficier de la commande publique. Donc, il y a la mission d'intérêt public qui est la réalisation des infrastructures d'utilité publique. Il y a aussi une mission qui est axée au renforcement des capacités des PME. Vous savez, l'une de nos missions, c'est de veiller et favoriser l'émergence des PME locales dans le secteur du BTP. Donc, nous déployons souvent des formations en approche de haute intensité de main-d'œuvre pour accompagner techniquement les PME dans le secteur du BTP. Et la promotion de l'approche IMO aussi. Et l'AGETIP a des programmes dans le secteur d'IMO. Nous avons des partenariats et nous-mêmes, nous développons des projets IMO à travers le pays. Je disais tantôt que l'AGETIP est maître d'ouvrage délégué. Maître d'ouvrage délégué, cela veut dire qu'il y a un maître d'ouvrage. Notre stratégie d'intervention, c'est d'abord, en tant que maître d'ouvrage délégué, nous faisons le faire. L'AGETIP signe des conventions avec des maîtres d'ouvrage. Et après, nous-mêmes, nous faisons appel d'offres pour recruter des PME, des associations, des cabinets, des bureaux d'études pour la réalisation des travaux sur le terrain. Et la stratégie d'intervention aussi, comme toutes les agences, l'AGETIP peut mobiliser des fonds auprès des bailleurs de fonds, mais aussi bénéficie de la subvention de l'État. Et nous faisons souvent l'appel à projets au niveau, par exemple, des maîtres d'ouvrage. Il peut y avoir le ministère de l'économie et le ministère de l'environnement peut avoir des projets, mais il se trouve que le ministère n'a pas de fonds pour le budget pour la réalisation de ce projet. Ce projet peut être confié à l'AGETIP et l'AGETIP exécute le projet et après, l'AGETIP rembourse, le ministère de l'économie rembourse le maître d'ouvrage délégué. Mais nous-mêmes, nous initions souvent des projets à notre niveau et après, nous signons des conventions avec des maîtres d'ouvrage pour exécuter ce projet-là à l'intérieur du pays. Et nous sommes à la fois maîtres d'ouvrage délégués de l'État, des collectivités, mais de toute autre entité publique ou privée en République de Guinée. Voilà, je voudrais, parce que je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Voilà, vous pouvez aller, j'ai un peu parlé. Voilà, un peu devant. Voilà, je disais tantôt que j'expliquais la stratégie de mise en œuvre. Vous avez vu, l'AGETIP est là. L'AGETIP signe la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec l'État, les collectivités, les secteurs privés et les bailleurs de fonds. Après, il y a le recrutement. l'AGETIP recrute des PME, le secteur privé et ONG et faire pour non seulement les études,
les DAO, la réalisation des travaux, la formation des chantiers écoles. Vous avez souvent IMO, quand on réalise des travaux IMO sur le terrain, il arrive souvent qu'on réalise avec chantier école. On recrute des main-d'œuvre. Les main-d'œuvre là, au début, ils rentrent avec 100 qualifications. Mais à la fin des travaux, ils sortent avec une qualification. Donc, chantier école et accompagnement. On accompagne aussi les jeunes et après la réalisation des travaux. Depuis sa création, l'AGETIP a réalisé beaucoup d'activités. La réhabilitation de la corniche nord et sud du Kaloum, par exemple, la construction de 12 écoles dans la région de Kankan avec le programme Éducation pour tous, la construction du marché primaire du Somphonia, secteur 4 avec l'appui du PNUD, le recrutement, la formation et l'encadrement de 100 jeunes ouvriers, dont 500 recrutés sur le projet d'aménagement du barrage hydroélectrique de Kaleta, le programme de renforcement de 600 entreprises en montage des dossiers d'appel d'offres DAO et les techniques IMO, la réalisation de la première phase pilote du projet de pavage des chaussées et des territoires dans la ville de Conakry, Kaloum et Matoto, la création et l'accompagnement de 100 groupements agricoles jeunes, hommes et femmes dans 26 préfectures, le recrutement de 250 jeunes pour la sensibilisation, le contrôle et le suivi des projets, implication des jeunes dans la propriété de la ville de Conakry initiée par le ministère de l'administration et du territoire et de la décentralisation. Les activités en cours, vous pouvez continuer. Les activités en cours, les statistiques d'abord. Statistiques de 2015 à 2022, l'AGETIP a créé au moins 8629 emplois, dont 1205 femmes. Les activités en cours, les projets d'insertion de 2000 jeunes par corps de métier. En 2013, nous avons lancé quelques projets. Nous avons lancé un grand projet qu'on appelle projet d'insertion de 2000 jeunes par corps de métier. Nous avons initié ce projet dans le cadre de la promotion des corps de métier dans le secteur de BTP. Actuellement, ce projet-là est en cours. Il y a le programme de pavage dans les 6 communes rurales et urbaines de la Guinée. Au début, c'était 6 communes, mais actuellement, c'est 15 communes maintenant. Parmi les 15 communes, il y a 2 communes rurales, à savoir la commune de Kintian et la commune de Maléa. Ces communes-là, on a signé les contrats déjà. Au début de l'année, les travaux seront lancés. Il y a le renforcement de 450 entreprises de jeunes dans les 8 régions administratives en approche de haute intensité de main-d'œuvre. Quand on a recruté ces entreprises-là, on a accompagné techniquement ces entreprises. Aujourd'hui, toutes ces entreprises sont opérationnelles sur le terrain. Il y a une mission qui vient de rentrer de l'intérieur du pays. On a fait la statistique des emplois créés après l'accompagnement technique de l'ensemble de ces entreprises. Nous sommes aujourd'hui heureux de vous annoncer que au moins chaque entreprise a pu créer au moins 3 emplois durables. Parce que non seulement on a formé ces entreprises, mais on a accompagné ces entreprises-là sur le terrain. On a lancé un autre projet qui est l'élaboration de la stratégie nationale IMO. Vous savez, actuellement, l'AGETIP est censé faire la promotion de l'approche IMO en République de Guinée. Mais sauf que nous sommes en retard. La Guinée est en retard par rapport aux autres pays. Actuellement, quand vous prenez par exemple le Cameroun, il y a même un décret qui a été pris par le Premier ministre, je ne sais pas si c'est l'actuel ou en tout cas un Premier ministre, sur l'approche IMO. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup en avance. Mais actuellement, nous-mêmes, nous n'avons pas de stratégie en Guinée, à plus forte raison, un décret sur l'application de l'approche IMO. C'est pourquoi on a sollicité les expertises de l'OIT
à travers le bureau BIT à Dakar. Ils sont venus, on a fait des études sur le terrain. On a d'abord évalué l'opportunité de l'emploi disponible, c'est-à-dire la potentialité d'emploi IMO en République de Guinée. Et aujourd'hui, c'est estimé à plus d'1 million d'emplois IMO par an. Donc, ça a été conseillé d'élaborer d'abord la stratégie nationale IMO. Donc, on a fait ces travaux-là. Une fois encore, c'est un Camerounais qui a fait les termes de référence. Aujourd'hui, on a fait l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est un cabinet burkinabé qui est censé réaliser la stratégie IMO parce que après les évaluations, on a trouvé que c'est le cabinet burkinabé qui en a l'expertise requise pour la réalisation de la stratégie nationale IMO. Et cette stratégie nationale IMO, qu'est-ce que nous ambitionnons là-dedans? Tous les travaux d'utilité publique en République de Guinée, qu'ils soient réalisés par les services publics ou les services privés ou les partenaires privés, partenaires publics ou privés, que ces entités-là tiennent en compte au moins 20% de IMO, de travaux de l'approche IMO. C'est ce que nous ambitionnons dans cette stratégie. On a signé aussi, un partenariat, une convention avec le ministère de l'Éducation nationale sur les études pour le projet de sécurisation des écoles et construction de latrines et adduction d'eau dans les écoles et du pays. D'accord. D'accord. Je voudrais dire, l'expérience de l'AGETIP est très riche et variée. Parce que l'AGETIP a permis à la construction, à la réalisation des infrastructures depuis sa création à de moindres coûts. Parce que c'est ça aussi l'avantage de l'approche IMO. L'approche IMO, non seulement favorise l'émergence des entreprises locales, parce que qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas comme les appels d'offres traditionnels. Quand on réalise des travaux, par exemple, à Kouroucha, on fait en sorte que l'entreprise soit recrutée sur place et on donne la possibilité à plusieurs entreprises d'intervenir pour la même commande publique. On donne, par exemple, on peut donner le transport à une ONG, les matériaux locaux à une autre ONG, etc., etc. C'est ce que nous faisons. Mais on fait en sorte que tout soit on fait en sorte que tout ce qu'on a besoin pour la réalisation de ces travaux-là soit acheté sur place. Donc, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Donc, comme le temps n'est pas galant avec nous, donc sur ce, je vous remercie. Merci, monsieur Kamara Sidiki, pour sa présentation. Bon, le temps est contre nous. À présent, nous laissons la parole à monsieur Mongono, qui va nous présenter assez rapidement, en 5 minutes, s'il peut le faire. En 5 minutes. Les moyens de recyclage d'aide. Ok, il n'y a pas de... Donc, il nous présente les moyens de recyclage des déchets plastiques. C'est ça? Oui, merci. oui. Assez... Ok, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Ok. Moi, ma présentation est accentuée beaucoup sur les questions liées aux moyens de recyclage des déchets plastiques. Et voici le plan de présentation que vous voyez du numéro 1 à numéro 5. Et la Guinée... La Guinée déjà n'est pas présentée pour la majeure partie des Guinéens, donc nous pouvons évoluer.
Donc là, nous sommes partis d'un constat pour mettre ici l'idée du recyclage des déchets en place. Et ça, c'est beaucoup concentré par rapport à la politique de mettre en place des infrastructures liées à ces domaines. Mais aussi, nous avons la composition des déchets aussi qui a changé par rapport aux autres années. De nos jours, il y a l'usage accru des déchets plastiques comme contenant a presque remplacé les objets. Parce qu'avant, on avait tel que les seaux ou bien les femmes pouvaient ici recycler beaucoup d'emballages pour les envoyer les matins au marché et les ramener. Mais aujourd'hui, avec le plastique, vous partez au marché, on vous donne au moins 10 plastiques pour un seul produit. Ok, il n'y a pas de problème. Face à la gravité de la situation, des structures à l'informel ont été créées à Conakry et dans certaines villes du pays. Malgré l'appel pressant du ministère en charge de l'environnement à l'endroit des producteurs, importateurs de sachets et emballages plastiques, l'environnement urbain et rural continue à être envahi. À l'échelle mondiale, chaque seconde, 100 tonnes de déchets sont déversés dans les mers sur les 4 milliards produits annuellement, selon la Banque mondiale. « 90% de la population mondiale est contaminée par la pollution de l'air due au brûlage des déchets. Pour le cas de la Guinée, d'après les dernières études de 2019 d'Enabel, le Grand Conakry produit 1800 tonnes de déchets par jour, dont 270 tonnes de déchets plastiques, 162 tonnes de papier, 108 tonnes de verre, 900 tonnes de déchets organiques et 360 tonnes de déchets non recyclables. Donc là, nous avons mis les moyens de recyclage en place. Ces moyens-là sont composés au nombre de 3. Nous avons les moyens humains, techniques, mais aussi les moyens financiers. Et concernant les moyens humains, nous avons parlé de la sensibilisation et l'éducation, comme vous le voyez. Nous avons également un deuxième élément, toujours concernant les moyens humains, qui parle de la formation. Nous avons également, toujours au niveau des moyens humains, nous avons parlé de l'adoption des attitudes éco-responsables. Nous avons aussi parlé de la promotion de l'économie circulaire par la pré-collecte des déchets. Nous avons aussi parlé de la réglementation et tous ces éléments-là font partie des moyens humains. Nous avons également les moyens techniques. Nous avons parlé de la collecte sélective parce qu'il faut prioriser ici la collecte sélective au profit des ZTT que nous construisons aujourd'hui. Parce qu'à travers les ZTT, c'est déplacer le problème. Donc il faut gérer déjà le déchet avant la consommation même du produit. Et nous avons également le traitement. Nous avons le dernier moyen qui est le moyen financier. Ça, il faut développer vraiment les partenariats publics-privés pour pouvoir ici collaborer avec le secteur privé afin de mettre en place ici des infrastructures adéquates pour faciliter non seulement le recyclage des déchets. Et à ce niveau, j'avais parlé d'un élément très intéressant qui parlait d'éduquer les citoyens et les commerçants aux pratiques du tri sélectif des déchets à la source qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières. Ça, c'est l'objectif de notre présentation, mais beaucoup est basé sur l'économie circulaire. Et ça, c'est quelques images ici du recyclage des déchets. Et nous avons vu la première image, ça c'est les pavés qui ont été recyclés à partir des déchets plastiques. L'image suivante, c'est une entreprise de recyclage dénommée Sodiaplast qui fait ces articles ici de la valorisation et du recyclage. Donc, je vous remercie, je suis à votre disposition.
Merci à M. Sidiki Kamara pour sa présentation succincte. Mongono plutôt. Mongono, excusez-moi. Maintenant, à présent, M. Layali Kamara. Oui, merci. La parole. Vous allez en 5 minutes. Je crois que la pression pression est trop forte. Merci. Merci. Comme vous le savez tous, la COP 28 vient de prendre part. Au sein de cette conférence, il y a eu beaucoup de sujets, beaucoup de pour parler au niveau de la je dis que la COP 28 vient de prendre fin à Dubaï. Au cours de cette conférence, il a été question de changement climatique. Quand on parle de changement climatique, il y a forcément la forêt. Donc la forêt joue un rôle essentiel dans le cadre du changement climatique parce qu'il est établi que 17% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux écosystèmes forestiers, à leur destruction et à leur dégradation. Parlant du secteur forestier, la contribution du secteur forestier dans l'emploi vert, nous pouvons dire que d'abord, nous pouvons faire le constat en Guinée ici. Nous constatons que le pays est très riche en biodiversité, en ressources naturelles, etc. Mais malheureusement, ces ressources sont beaucoup impactées négativement. Cette ressource peut créer beaucoup d'emplois. Si vous vous souvenez, à l'avènement de la Deuxième République, il y a eu, dégraissage au niveau de la fonction publique avec les ajustements structurels imposés par le FMI. Beaucoup de jeunes se sont tournés vers le métier du bois. Donc là, c'était l'argent facile. Il y a eu une forte dégradation. L'opportunité était là pour encadrer ces jeunes, pour gérer durablement ces ressources. Je ne dis pas forcément que tout emploi vert est forestier, mais il faut reconnaître que le secteur forestier joue un rôle important dans le cadre de la création d'emplois au niveau des jeunes. Donc, la Guinée compte plus de 13 millions d'hectares de forêt, avec plus d'1 million 182 hectares de forêt classées. Quelles sont les causes de la dégradation des ressources? Il y a la croissance démographique, il y a l'urbanisation, la pauvreté. Ce sont les causes indirectes. Les causes directes, l'exploitation forestière, la carbonisation, les feux de brousse, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation minière, l'élevage extensif, la chasse, la confection de briques et la faible coordination institutionnelle entre les différents secteurs. Donc, un diagnostic a été posé. Il a été établi qu'il y a vraiment un manque d'inventaire. Pour mieux exploiter, il faut connaître la ressource. Quel est le potentiel? Ainsi, quel est le potentiel? Donc, l'inventaire est incontournable pour mieux gérer les ressources forestières. Il y a la faible mobilisation des ressources financières pour gérer les forêts. Il y a l'insuffisance d'une expertise nationale, surtout avec la situation actuelle où beaucoup de cadres sont partis à la retraite. La non-harmonisation des lois et textes en matière de protection de l'environnement. Manque de moyens matériels et logistiques. La gouvernance locale non effective parce que dépourvue de tout moyen matériel et financier. La pauvreté rurale et l'analphabétisme. La pression anthropique. Maintenant, nous parlons des actions phares au niveau du secteur forestier. D'abord, pour ça, il faut d'abord être sûr que la forêt constitue une source inépuisable, un potentiel important en matière de création d'emplois. Pour cela, il faut d'abord élaborer les textes juridiques et réglementaires, l'élaboration des plans de gestion et d'aménagement des forêts, le reboisement. En 2019, il y a une initiative qui a été émise entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la Jeunesse. Il était question d'impliquer les jeunes dans le processus de reboisement. À l'époque, il y avait 342 communes qui ont été impliquées à travers des ONG, de jeunes et de femmes, pour réaliser ces activités. Donc, il y a le reboisement est une activité phare, surtout qu'à l'heure là, la ressource est beaucoup impactée. Donc, il y a la création
la protection des têtes de sources et des berges. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fleuves qui tendent à tarir. Et nous avons 3 Garafiri, Kaleta et Swapiti qui viennent d'être terminés. Si des mesures ne sont pas prises pour les reboiser, pour restaurer, pour reboiser surtout les têtes de sources et leurs berges, la production de courant et d'eau sera beaucoup impactée. Donc il y a ces mesures dans ces activités, nous pouvons beaucoup impliquer les jeunes. Il y a la restauration des paysages forestiers dégradés. Le matin, madame a parlé de forêt au niveau des communautés. Dans les plans de développement locaux, il y a toujours un plan réservé à la foresterie, c'est-à-dire au reboisement. Donc, les forêts communautaires, les communautés sont impliquées effectivement dans le processus de reboisement. C'est pourquoi, à un moment donné, il y a 3-4 ans, on avait élaboré un projet au niveau de la bande verte où chaque village devrait disposer d'une forêt communautaire. Et ces forêts-là devraient être créées, soutenues par les jeunes. Ça faisait de l'emploi. Donc, il y a la mise en défense des forêts, la régénération naturelle assistée, qui est très simple, avec une petite formation au niveau des acteurs à la base. Ces jeunes-là peuvent valablement jouer le rôle de restauration, de défense et restauration des sols, et la gestion et maîtrise des feux, quand il y en a. La constitution, il est important de constituer des groupes de femmes et de jeunes pour le reboisement. Pas seulement pour le reboisement, pour le métier du bois. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui travaillent dans le bois, mais qui n'ont pas de maîtrise. Il faut les former, ne serait-ce qu'en un temps record, pour qu'ils sachent comment produire des articles de qualité. Il y a la sensibilisation de l'agroforesterie, la plantation des fruitières. Quelques opportunités, comme je l'ai dit tantôt, l'inventaire, l'élaboration des plans d'aménagement, la mise en place d'un programme décennal. C'est ce qui est important aujourd'hui. Par exemple, le Kenya promet de réaliser 15 milliards de plans d'ici l'an 2030. La Guinée a signé le défi de Bonn pour réaliser 2 millions d'hectares, où nous sommes aujourd'hui. Donc il y a ce défi-là qui nous interpelle. Il faut qu'on investisse dans le reboisement, dans la restauration du couvert végétal dans notre pays. Et surtout, c'est un pays stratégique. Si nos fleuves tarissent, toute la région sera impactée. Donc d'où la nécessité d'appuyer un appui substantiel à la Guinée, parce que nous sommes en amont. Si nos cours d'eau disparaissent, les 9 pays, par exemple, pour le cas du Niger, tous les 9 pays vont en pâtir. Donc, il faut une sensibilisation, une prise de conscience des uns et des autres pour investir dans le cadre de la restauration du couvert végétal. Il y a lieu de réhabiliter les anciennes plantations forestières qui sont, qui sont beaucoup exploitées. Donc, il y a l'appui à l'élaboration d'une stratégie de valorisation. Aujourd'hui, il y a des produits forestiers, par exemple le karité, le léré, le détarium. Ces produits peuvent être bien valorisés, peuvent créer beaucoup d'emplois. Mais nous constatons que une partie de ces, par exemple le détarium, est exporté de Farana ou de Labé dans les préfectures de la Haute-Guinée, qui sont exportés vers le Nigeria où ils sont transformés. Donc pourquoi ne pas créer l'opportunité aux jeunes, les former et les apprendre comment travailler ce produit-là, pour produire de l'huile et d'autres produits annexes. Donc là, il y a l'élaboration du schéma directeur d'utilisation du gaz. Heureusement, aujourd'hui, il est question de faire la promotion du gaz avec les nouvelles autorités, ce qui va impacter l'exploitation du bois énergie. L'élaboration du programme de recherche forestière couplé à une politique de production et de conservation et diffusion des semences forestières, soutien de la gestion durable de la biodiversité dans les parcs. Aujourd'hui, le matin, le représentant du tourisme a parlé la collaboration, la synergie entre l'environnement et
le tourisme, c'est effectif. La forêt, ce n'est pas seulement social, ce n'est pas seulement environnemental, la forêt aussi est culturelle. Si nous prenons le cas de Koundara, où il y a des communautés qui ont un folklore très riche, qui attire beaucoup les étrangers. Donc une opportunité pour créer vraiment la vraie synergie entre les départements ministériels. Donc aussi, au niveau de Kindia, il y a ce qu'on appelle la voile de la marée. Ils sont en train de faire il y a le problème d'infrastructure qui se pose, mais pas ça seulement, parce qu'il faut reboiser en amont. Si on ne reboise pas en amont, le débit ne fait que diminuer. Donc du jour au lendemain, ça va disparaître. C'est ce qu'il faut éviter. Pour cela, il faut entreprendre dès maintenant des actions robustes de reboisement en amont, où la source est beaucoup impactée par les activités anthropiques, surtout l'agriculture. Donc, appui au processus de classement des forêts. Nos forêts classées, n'existent que de nos aujourd'hui. Beaucoup ont disparu parce que soit transformées en champs agricoles, en domaine agricole, soit construites. Au niveau de Conakry ici, dans les forêts de Kakimbo et de Anta, les 3/4 ont disparu. Donc, il faut procéder au classement ou aux clôtures au niveau de ces différentes formations forestières. Appui à la gestion des feux. Et surtout, les feux, chaque année, détruisent de grandes quantités de forêts. Donc, les jeunes peuvent être utilisés à cet effet pour lutter de façon efficace contre ces fléaux. Tous ces axes stratégiques cités, susmentionnés, sont des éléments qui sont pris en compte dans la politique forestière et qui peuvent contribuer de façon efficace à la création d'emplois. Donc, comme je n'avais pas de temps, je vous remercie. Merci, monsieur Laïali, si je ne me trompe pas, monsieur Camara, pour sa présentation. À présent, nous enchaînons avec monsieur Bakar. C'est pas Alpha. Alpha. Oui, parce que c'est un Alpha qui a commencé, un Alpha va terminer, c'est un peu ça. Alpha, sa présentation, les perspectives de l'ANPE de Mali en matière d'emploi vert. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je disais qu'on a commencé les panels avec Alpha et avec la grâce de Dieu, on va la fermer avec un Alpha. Au regard de tout ce qui a précédé du début de cette conférence à maintenant, vous conviendrez avec moi que cette notion de changement climatique, cette question de changement climatique, permettez-moi l'expression, est d'une complexité complexe. Donc, à cet égard, le Mali, à l'instar des autres pays, s'est inscrit dans la dynamique de la recherche des éléments de réponse aux conséquences du changement climatique, dans le développement et la promotion des emplois verts. À travers un certain nombre d'actions compte tenu du temps, on va aller directement à l'essentiel. Oui, c'est un peu ça. Il y avait un plan et tout ça, mais avec il faut s'inscrire dans l'esprit des participants. Donc, on va aller directement à l'essentiel. Hein. Pour les actions futures dans le cadre du développement et la promotion des emplois verts, le Mali se projette de faire de l'emploi vert une alternative pour la réduction du chômage et la création des richesses à travers le développement de la filière burger, l'installation des pépinières en agroforesterie, agrobusiness, l'installation d'unités de valorisation de déchets non biodégradables, la création d'incubateurs de start-up d'entreprises écologiques, faire de l'information, l'éducation et la communication ISE un vecteur de mobilisation des acteurs en faveur de l'emploi vert à travers l'organisation des journées d'information et de sensibilisation. Solliciter la mise en place des mécanismes adéquats de financement et de suivi et évaluation du programme Emploi vert. Trouver un ancrage entre les programmes Emploi vert de l'ANPE et la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille verte sur le territoire du Mali.
s'inspirer de l'expérience des pays implémentant des programmes de développement et de promotion de l'emploi vert, à travers l'organisation de séminaires, des symposiums ou des voyages d'études et d'échanges. Voici en grande ligne les actions que le Mali compte mener dans un futur très proche, dans le cadre du développement et la promotion des emplois verts. Je vous remercie. Très bien, donc merci aux derniers panélistes pour avoir joué le jeu du temps. À présent, nous allons... Oui, ok, d'accord. Donc, nous allons prendre quelques questions, des questions qui vont aller dans le sens du partenariat et de la synergie entre acteurs. 2, 3 questions, si vous permettez. Demain, nous sommes encore là, on peut toujours s'approcher des panélistes pour d'autres questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils seront là? Ils ne seront pas là. D'accord. S'il vous plaît, une information. Oui. Toutes les présentations vous seront envoyées. Et toutes les présentations seront également sur la plateforme digitale de WEPS. Donc, c'est pourquoi nous avons fait circuler une liste de présence. Ceux qui ne seraient pas sur la liste de présence, il faut qu'ils s'y inscrivent parce que c'est à travers vos mails qu'on va vous envoyer les communications, toutes les communications. Des questions? 2, 3 questions sur le partenariat. Oui, madame. D'accord. Bonjour, je m'appelle Djounfoun Maria, je suis de l'ONAP du Tchad. Donc félicitations aux panélistes de nous avoir vraiment éclairci des idées. Et moi, bon, je dois m'adresser à 3 institutions à la fois. Il y a NAFIC, il y a AGIT et il y a NAFIC et il y a AGIT. NAFIC, c'est vrai que nous, les SPE, on considère les communes comme les premiers employeurs. On considère les communes comme les premiers employeurs. Et donc, pour ça, normalement, vous devez vraiment travailler avec l'AGIP, les SPE. Les SPE, pourquoi? Parce que nous-mêmes, vous avez eu des financements. Mais ces financements, ça nécessite des partenaires. On peut même être sous-composante de peut-être intermédiation, mise en relation, pour vous permettre de faire la mise en relation, de recruter, de faire profiter les demandeurs d'emploi dans des projets que vous bénéficiez. Mais directement, vous travaillez avec les communes. Mais les communes, vous savez que les communes les maires sont des politiciens qui doivent disparaître un jour à l'autre. Donc, vous êtes des techniciens, que vous êtes fixes. Donc, moi, à mon avis, j'aimerais que vous développez une synergie d'action avec la JIT pour nous permettre, nous les SPE, d'absorber les taux de chômage et faire bénéficier assez de nos jeunes. Et en ce qui concerne AGIT, c'est vous, AGTIP. Donc, vous avez eu à bénéficier aussi des financements. Mais pourquoi pas travailler directement avec la JIP? Je prends l'exemple de IMO, haute intensité de la main-d'œuvre. Comment vous faites pour absorber le taux de chômage? Est-ce que vous avez une base de données chez vous? Pourquoi vous ne pouvez pas directement mettre AGIP comme sous-composante ou soit composante pour vous aider à absorber le taux de chômage et avoir une statistique fiable? Merci. Ok. Très bien, madame. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une dernière question? Ok, on retient les 2 dernières. Merci.
Merci, monsieur le modérateur. Moi, ma question s'adresse un peu à Madame Bangoura. Et, par exemple, sa structure, elle a une structure analogue chez nous qu'on appelle ANICT, Agence nationale des collectivités locales. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le même modèle de fonctionnement, parce que les fonds de ANICT, c'est souvent les subventions, et en même temps, un fonds qui vient de l'État. Je ne sais pas si c'est la même chose. Voilà, c'est cette question que je voudrais vous poser. Le mode de financement de votre structure. Merci. Ah, merci. Moi, c'est au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, là, vous accompagnez les groupements producteurs. Les groupements. Vous accompagnez les groupements producteurs agricoles. Quels sont les mécanismes adoptés pour vous pour les accompagner? Ok, je vais essayer de répondre de façon succincte, mais assez claire. Concernant les services publics d'emploi, on va dire que l'ANAFIC est une agence qui travaille de facto avec ces services-là, mais qu'il n'y a pas encore de réel ancrage institutionnel ou d'élaboration peut-être de façon formelle entre les deux agences que sont l'AGIP et l'ANAFIC. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'ANAFIC est nouvelle, l'AGIP aussi, bon, l'ANAFIC depuis 2019, mais l'AGIP aussi, ce sont des nouveaux acteurs, c'est-à-dire qu'on est dans une logique EPA maintenant au niveau national ici et qu'on essaie d'avoir un ancrage territorial au niveau des collectivités. Maintenant, c'est clair que l'invitation de l'ANAFIC à ce type d'atelier déjà est une première, parce qu'en général, les acteurs de l'emploi ne savent pas que l'administration du territoire, les collectivités sont des foyers d'emploi, où ils le savent, mais le lien ne se fait pas de façon systématique. Donc disons que ici, l'enjeu est le même de part et d'autre, de la part de l'AGIP, mais aussi de l'ANAFIC, pour laquelle je suis venue parler ici au nom de messieurs les deux directeurs. Donc on est assez demandeurs de collaboration avec les différentes structures. Il faut bien sûr que les choses soient formalisées autour d'une convention. On a déjà l'habitude de le faire avec d'autres structures ici. Je pense que l'AGIP aussi, qui a cette logique de travail avec les autres acteurs, n'aura pas de problème à cela. Donc à l'attention des directeurs. Maintenant, sur le mécanisme de financement, effectivement, nous avons reçu l'ANICT ici. Nous avons reçu aussi le FECOM et d'autres structures qui sont membres du RIAFCO, le réseau international, le réseau des institutions de financement des communes en Afrique. Donc vous avez le RIAFCO, l'ANICT, l'ANFICT du Niger, et le FECOM du Cameroun, et d'autres types de structures de chaque pays qui sont présentes dedans. Donc ce sont des subventions qui sont au niveau des collectivités et non des fonds revolving. Maintenant, avec le fonds FODEL, qui est un fonds qui ne touche que les communes qui sont impactées, là, il y a du revolving qui est mis en place. Et normalement, c'est pour financer des activités génératrices de revenus. Et que les GIE rétrocèdent ensuite, après obtention de leurs bénéfices, au niveau de la collectivité. Mais sur le fonds principal, qui est le FNDL, qui touche toutes les communes de la Guinée, sauf celle de Conakry, c'est une subvention. Il n'y a pas de rétrocession ou de remboursement qui est attendu, mais il y a des procédures de sauvegarde environnementale et sociale avec des mesures qui doivent être dûment citées. L'infrastructure, là où elle doit être construite, il doit avoir un acte de cession. Il y a donc une procédure à respecter, mais il n'y a pas de remboursement qui est attendu. Merci. Merci beaucoup. Concernant le partenariat entre l'AGETIP et l'ANAFIC, je disais tantôt que l'AGETIP est maître d'ouvrage délégué de l'État. Donc, sur le plan juridique, cette question est réglée. Nous sommes maîtres d'ouvrage délégués de l'État, des collectivités ou de toute autre entité publique ou privée. Donc, cette question est réglée. Les mécanismes pour faire absorber le taux de chômage à travers IMO, c'est notamment la réalisation de nos différents projets.
Cette année, par exemple, dans notre contrat de performance, il a été assigné à l'AGETIP de créer 5000 emplois IMO. Et on a déployé des jeunes sur des projets sur le terrain. Et le résultat est très, très performant. Donc, nous avons des projets IMO que nous réalisons à travers, parce que nous sommes en partenariat avec certaines communes du pays. Et nous sommes en train de signer un autre partenariat avec l'Association nationale des communes de Guinée. Voilà, donc c'est à travers ces différents projets-là que nous arrivons à absorber des emplois IMO. Mécanisme d'accompagnement des groupements agricoles. Vous savez, actuellement, l'AGETIP n'est pas décentralisé. Nous n'avons pas de représentants à l'intérieur du pays. Mais nous passons par les DPJ, les directeurs préfectoraux de la jeunesse, pour identifier d'abord les groupements. Et après la formation, il y a la sélection. Actuellement, nous avons 26 tracteurs à l'intérieur du pays et 72 motoculteurs. Nous avons accompagné plus de 100 groupements de jeunes et à l'intérieur du pays. Ce sont ces mécanismes, ces mécanismes, on passe par les DPJ pour faire l'identification et après la sélection avant d'accompagner les groupements. Je vous remercie. Okay. Merci donc aux panélistes pour vos présentations et les réponses aux questions. Je pense que l'atelier continue demain et s'il y a des questions résiduelles, nous pourrions toujours nous approcher des panélistes pour d'amples explications. Monsieur le modérateur. Sans transition, je voudrais remettre la parole à Sidibé. Monsieur Sidibé. Oui. Oui. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, chers collègues. J'aimerais juste partager deux petites informations avec vous. La première, c'est que malheureusement, le dîner qui était prévu pour ce soir n'aura pas lieu puisque, comme vous le savez, depuis l'incident survenu au niveau du dépôt ici, il y a des restrictions qui sont imposées. Nous, on a fait un petit forcing pour qu'on tienne quand même notre événement. Donc, malheureusement, le dîner ne pourra pas avoir lieu. Et je pense aussi qu'il en sera de même pour l'excursion qui était prévue pour ce jeudi-là. Étant donné que, comme certainement vous devez le savoir également, l'entrée du centre-ville est un peu bouclée. Même nos panélistes qui sont ici présents ont fait un petit forcing vraiment pour être là. Et même nous, les organisateurs, c'est extrêmement compliqué. Mais on a tenu quand même à ce qu'on se retrouve ici pour tenir cette conférence. Donc, avec toutes nos excuses, bien sûr. Et je pense que, comme il a dit tout à l'heure, les travaux vont continuer certainement demain matin. Et on sera là également pour les petites difficultés ou en tout cas vos besoins au niveau de la commission d'organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général adjoint de l'AGIP, monsieur Assimi Oussouari. Mesdames et messieurs, ce dernier panel met fin normalement à nos travaux d'aujourd'hui. Hier, la difficulté de démarrage a fait qu'on avait un peu occulté le secrétariat de la conférence, mais aujourd'hui c'est chose faite, il y a un secrétariat qui est tenu. Donc, mais on ne va pas se contenter de cela. C'est vrai que nous compatissons tous, nous avons tous été affectés, je l'ai dit hier, n'eût été l'insistance du gouvernement guinéen, l'AMSEP et l'ACEP s'étaient mis d'accord pour annuler purement et simplement la conférence, peut-être à la reporter, mais on voudrait être totalement solidaire avec le gouvernement et le peuple guinéen en sursoyant à notre activité. C'est le ministre qui a insisté pour l'histoire,
qu'on tienne cette conférence, même ne serait-ce qu'à minima. Donc pour cela, moi je vous demanderai d'applaudir le gouvernement guinéen. Et l'autre assurance qui nous a été donnée hier, peut-être le président dans son discours de clôture demain le dira, la Guinée a déjà promis d'offrir gratuitement et de prendre en charge toutes les infrastructures liées au secrétariat permanent de l'ASEP. Le ministre l'a dit hier, s'il est là ou son représentant est là demain, il va le réitérer devant vous tous. Je pense que ça aussi, ça mérite applaudissements. Maintenant, pour la suite de nos travaux, on avait prévu 2 ateliers demain matin. Mais pour faire simple, on va aller à une plénière où chacun de vous a pris des notes. Chacun de vous a des préoccupations qui ont été soit prises en compte ou non prises en compte par les différentes communications. Parce que nous avons des panélistes qui ne sont pas venus. Donc, si vous avez des idées pour la projection, c'est-à-dire des SPE dans le développement et la promotion des emplois verts, nous vous invitons à les noter. Vous aurez la parole demain matin en plénière pour permettre au secrétariat exécutif de l'AMCEP et à la coordination ACEP de compléter notre vision, en tout cas les résultats globaux attendus de cette conférence-là pour parfaire les recommandations susceptibles au sortir de cette conférence et dès 2024 d'être transformés en projets concrets de promotion ou de développement des emplois verts pour nos SPE. Donc demain matin, on va commencer à 10h pour arrêter à 13h pour la pause déjeuner et après la pause déjeuner, on va se retrouver à 15h pour la cérémonie de clôture. Si cela vous va, bien sûr, si cela vous va. Donc voilà comment nous avons réaménagé le programme de la journée de demain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est bon, donc on considère que ce programme est adopté. D'accord, donc les travaux du jour sont clos et suspendus. On se reprend demain matin. Merci et bonne nuit à tous.